a été au centre des échanges entre la CENI et les mandataires des partis politiques ce jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa. Une rencontre du cadre de concertation CENI, partis politiques, les différentes contraintes liées au processus électoral ainsi qu'au calendrier de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ont été passées au peigne fin. Au-delà des bonnes nouvelles comme la continuité du décaissement des fonds en faveur du processus électoral, Corneille Nangaa, le président de la CENI, s'est apaisanti sur les défis de ce marathon. On ne peut pas envisager organiser les élections en 2016 sans insérer les nouveaux majeurs, sans traiter la question du fichier qui est un vrai problème. C'est là où ça nous amène là où nous sommes. Tenez, le calendrier global prévoyait une mise à jour du fichier, ne prévoyait pas une révision du fichier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de mise à jour. On doit parler d'une révision à cause des problèmes que je vous ai donnés. En réaction, l'opposition et la majorité s'inscrivent dans un même réalisme que la CENI. Je ne cessais de le dire, même à travers les médias, qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec l'ancien fichier. Il fallait un nouveau fichier. Et comme la CENI a opté pour un nouveau fichier, donc le président a bien parlé. Pour le reste, nous nous sommes rendus compte que la CENI est butée au problème des désordres, d'ordre technique et d'ordre politique. Donc il a essayé de nous expliquer qu'il y avait un chemin de la croix, ce qu'il a appelé chemin électoral. Il y a 9 opérations à accomplir. Or, à examiner la profondeur de ces opérations, en principe, ça devait se dérouler tout au long de la législature. Actualité oblige, Jean-Baptiste Bomanza, au nom de l'opposition républicaine, salue l'appel de la communauté internationale aux Congolais pour se parler au dialogue. Le gouvernement continue de s'acquitter de sa quote-part dans le financement du processus électoral. Tenez, l'État congolais vient d'effectuer un deuxième décaissement en faveur de l'organisation de révision du fichier électoral et les coûts remis au président de la centrale électorale et des 18 millions de dollars américains. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. C'est le deuxième acompte effectué par le gouvernement et qui s'ajoute aux 22 millions de dollars américains décaissés précédemment. 16,4 milliards de francs congolais, soit 18 millions de dollars américains, c'est le montant octroyé à la Commission électorale nationale indépendante lors d'une audience qu'a accordé le ministre d'État en charge du budget Michel Bongongo à Corneille Nangaa, ainsi que le ministre des Finances Henri Have qui a remis le paquet. À votre disposition, l'avis des crédits qui matérialise le règlement de la deuxième tranche des fonds que le gouvernement met à votre disposition dans le cadre des engagements qu'il aura pris vis-à-vis de votre institution. Voilà. Il permettra à la centrale électorale d'enclencher le processus électoral, mais surtout les opérations de révision du fichier électoral. De son côté, le patron de la CENI a par ailleurs salué cette bonne foi du gouvernement, déterminé à s'acquitter de ses engagements dans le cadre du processus électoral en RDC. 40 millions de dollars que nous avons désormais en réserve et qui vont nous permettre de lancer l'opération de la révision du fichier électoral. Et avec ces décaissements périodiques bien respectés, nous arriverons certainement à bien organiser cette opération, à bien mener cette opération de révision du fichier électoral. Ce plan de financement des élections validé conjointement par la CENI et le gouvernement prévoit un décaissement mensuel jusqu'en décembre 2016. Dans l'actualité également, la constitution congolaise, celle de la République démocratique du Congo, a 10 ans. Loi fondamentale élaborée en vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité, de donner la chance au pays de se reconstruire. Les Congolais réunis en dialogue intercongolais ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique. Après examen au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est le 18 février 2006 que la loi fondamentale qui régit actuellement la République démocratique du Congo a été adoptée par référendum populaire puis promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila. Je vous propose cette histoire avec Charlotte Ibouaba.
Depuis son indépendance, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique des légitimités et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique, de la société civile, les forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants. Afin de matérialiser la volonté ainsi exprimée par les participants au dialogue intercongolais, le Sénat issu de l'accord global et inclusif a déposé conformément un avant-projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Celle-ci l'a adopté sous forme de projet de constitution soumis au référendum populaire en décembre 2005. Approuvée, la loi fondamentale s'articule autour des idées forces, notamment l'État et la souveraineté, les droits humains, les libertés fondamentales et droits des citoyens, l'État et l'exercice du pouvoir, ainsi que la révision constitutionnelle. Il faut noter qu'à la suite de l'indépendance en 1960, le Congo avait une période de 4 ans pour obtenir une constitution définitive, la constitution du 1er août 1964, dite constitution de Loulo-Abour. La Deuxième République s'ouvre avec la constitution dite constitution révolutionnaire du 24 juin 1967. C'est celle-là qui subira près de 7 révisions avant d'obtenir un acte constitutionnel de transition en avril 1994. La constitution de transition était encore en vigueur jusqu'à ce que le projet de constitution soit adopté les 18 et 19 décembre 2005 et promulgué le 18 février 2006. Certaines de ces dispositions restaient cependant en vigueur jusqu'à l'application complète des dispositions de la Constitution promulguée le 18 février 2006. Nous l'avions annoncé au début de cette édition, notre invité s'appelle Déon Koussou, ex-gouverneur du Congo central. Bienvenue. Merci d'accepter de commenter l'actualité avec nous. Alors la première question que je vous pose, qu'est-ce qui a été l'élément fondateur de cette constitution? Est-ce que c'était la recherche essentiellement de la paix? Absolument. Vous savez que nous venions de sortir de la guerre. C'était tout à fait normal. Le pays était divisé presque en 3 zones, sinon un peu plus. Donc c'était tout à fait normal. C'est notre contrat social. Et moi je suis là parce que pour les comptes de la province du Bas-Congo à l'époque, je suis allé représenter, donc prendre le drapeau au nom du gouverneur Tsassadi Toumba à l'époque, le 18 février 2006. Donc c'est beaucoup de choses. Alors il y a également un débat qui s'invite à petit feu sur la scène politique. Alors on se pose la question, faut-il réviser cette constitution ou la changer carrément, comme au Congo-Brazzaville par exemple? Est-ce que la constitution s'adapte aux réalités congolaises présentes, à votre avis? Je crois que chaque constitution est révisable, mais il faut respecter chaque article de la constitution. D'ailleurs, très souvent, les Congolais se trompent. De l'article 1er à l'article 229 de notre constitution, tous les articles se valent. Quand on ne manifeste pas du respect pour un article donné, croyez-le-moi, c'est qu'on manque du respect à toute la constitution. Donc aujourd'hui, je pense que le dialogue est vraiment indiqué pour faire ces bilans. Je l'ai déjà dit ici, on n'était pas encore à cette date. Je vous avais dit que c'est l'occasion, avec les dialogues, de faire le bilan des 10 ans de notre Constitution pour voir comment cela marche-t-il, comment nous l'appliquons. Nous savons que dernièrement, on a mis le Conseil économique et social en place. Nous avons mis en place la Cour constitutionnelle. Nous avons aujourd'hui les 26 provinces. Je pense que petit à petit, mais sûrement, et aujourd'hui, il faut se parler pour voir comment, éventuellement, parce que vous voyez, le problème au Congo, c'est que quand on dit révision de la Constitution... Par exemple, de la double nationalité. Les gens ne voient que l'article 220, mais non, la double nationalité.
La territoriale, veuillez m'excuser, la territoriale... Cette diaspora qui veut absolument voter, participer au vote. Mais ça, c'est une avancée énorme. J'espère que mon ami Atou Boyamba va faire aboutir ça, le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. Tous les enfants que nous avons eus en Europe, un jour, ils voudraient bien se réintégrer. D'ailleurs, je vous assure, c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Imaginez à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a hérité du Houphouët-Boigny, ancien ministre, il avait la double nationalité. Ils ont eu quelque temps après au Sénégal un brillant président comme Senghor. Et nous, comme les Belges, ne nous avaient pas vraiment formés. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête aussi. Hein. Il est impérieux donc de la réviser. Il y a beaucoup d'articles. La territoriale ne marche pas. Il faut monter la territoriale autrement. D'ailleurs, j'espère que vous allez me poser une question là-dessus sur l'élection des nouveaux gouverneurs. La territoriale, si on la laisse en l'état actuel, je vous assure, le développement ne viendra jamais d'en bas. Or, l'une des raisons de la décentralisation, c'était qu'il faut faire en sorte que les gouvernants se rapprochent des gouvernés. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, surtout la redevabilité. Les gouverneurs, je connais bien de quoi je parle, les gouverneurs ne sont pas si proches de la population. Ce n'est pas de leur faute, c'est le fonctionnement actuel de nos institutions. Voilà, merci Déonkoussou. Je vous rappelle que vous étiez gouverneur du Congo central. Merci d'avoir commenté avec nous l'actualité. Merci beaucoup. La fraude douanière en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République renforce la douane congolaise en matériel ADK dans la surveillance des marchandises dans le poste frontalier. C'est le cas du poste de Kasumbalesa dans l'ex-province du Katanga, dont les services douaniers viennent de bénéficier d'un véhicule camion scanner électronique. Sa remise a eu lieu récemment sur la Grande Place à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est une cérémonie de grande portée et qui n'a rien à voir avec une activité politique, contrairement à l'image que ça donne lorsqu'on aperçoit les militants des partis politiques qui pourtant n'ont pas de place ici. Il faut en fait se tourner vers ce véhicule, un scanner mobile. Cet outil moderne de contrôle non intrusif va servir à la douane dans le cadre de son pouvoir d'inspection des marchandises, ici au poste frontalier de Kasumbalesa, dans l'ex-province du Katanga. Les yeux de l'homme ont des limites, mais ici on a l'avantage avec les rayons X, on sait voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur, soit d'un conteneur, soit d'un camion bâché, soit d'un véhicule. L'acquisition de cet outil intervient grâce à la coopération avec la société Africa Union Financial Service AUFS. Mais surtout, ceci répond à un souci du gouvernement de la République de mettre notamment fin au trafic de drogue et de produits prohibés. Le chef du gouvernement de passage à ce même poste frontalier, en compagnie du ministre des Finances, l'avait rappelé aux responsables de la douane. Cette visite de Matata Ponyo avait abouti à l'élaboration d'une matrice urgente à exécuter pour lutter contre les fraudes massives, la contrebande et les perceptions illicites ici même. Et voilà que quelques mois après, un pas est franchi. L'intégration de la technologie de scannage dans les procédures de dédouanement a plusieurs avantages. Un avantage énorme quand on sait que Kasumbalesa est une des grandes portes d'entrée du pays. La lutte contre la fraude qui s'y pratique exige des moyens modernes importants. Déjà en janvier dernier, les éléments de la brigade douanière avaient saisi 22 camions contenant de minerais bruts à ce même poste frontalier. Et puis l'avenir du Congo, un des partis membres de la majorité présidentielle, enregistre de nouveaux adhérents et pas de moindres. L'association sans but lucratif, Dynamique de jeunes patriotes de Massina, vient de gonfler l'effectif de ce parti. Une adhésion saluée par le secrétaire général et l'interfédéral Kinshasa de l'avenir du Congo qui reste également dans la dynamique du soutien au dialogue. C'est dans une ambiance de fête dans son fief de Massina, un quartier de la périphérie est de Kinshasa, dit Tchangu, que l'association sans but lucratif Dynamique de jeunes patriotes de Massina, dirigée par Freddy Mwepu, a adhéré à ACO, Avenir du Congo, parti membre de la majorité présidentielle. Conduit par leur secrétaire général Pico Mwepu, la délégation de ACO s'est dit satisfait de l'accueil et salué les ralliements de cette association qui traduit aussi leur soutien au dialogue. Vous venez de constater les adhésions massives dans le cadre du parti Avenir du Congo, ce qui est une bonne chose et les activités vont se poursuivre dans d'autres communes.
C'est pourquoi nous, les enfants de Yako, nous soutenons les dialogues. Nous sommes derrière le chef de l'État en soutenant les dialogues. Mais quelles sont les raisons qui président à l'adhésion de cet ASBEL? L'avenir, c'est nous, la jeunesse. Nous sommes à Massina. L'avenir du Congo est national. Nous pensons qu'à côté de Ako Tokolonga, au-delà du soutien